Bon, je reprends. Pour des raisons de sécurité, la liste énoncée est divisée en 2 parties. Voilà, donc le GN a commencé. Ça a été un peu compliqué, mais voilà, bon, après, voilà, c'est dans une mine comme ça, c'est pas forcément évident. Et alors, est-ce que vous étiez content de l'immersion, l'ambiance que ça rendait? Dans mes souvenirs, c'était pas trop mal, hein. Il y avait des joueurs qui mettaient bien le... Ouais, les costumes mettaient énormément d'ambiance. Le site aidait énormément. On avait ramené quelques éléments de décor, mais j'avoue que vu la taille du site, en fait, en réalité, c'est dur de peupler un tel endroit. Par contre, le site avait un avantage qui est à noter, hein, c'est que beaucoup d'associations, d'ailleurs ça fait partie un peu du deal qu'il y avait avec l'association qui gère le site, laisser du matos à disposition des autres associations. Ce qui a permis d'avoir quand même un ensemble d'éléments de base qui viennent en plus habiller davantage le site. Oui, d'accord. Il y avait tout plein de trucs issus de jeux Warhammer, je pense, qu'on a pu réutiliser. C'était en particulier tout un laboratoire, je crois, de mémoire. Un laboratoire? Ah oui, d'accord, sympa. On avait un laboratoire en jeu, on avait quelques éléments de laboratoire, d'accord. Mais ça vient rajouter. On avait par contre mis pas mal de fleurs. Si je me rappelle, on avait acheté beaucoup. On avait végétalisé certaines salles, puisque dans vous l'avez laissé, il y a un groupe qui vit de manière symbiotique avec les végétaux et qui pouvait... En fait, cette végétalisation servait de bibliothèque. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des techniques d'archivage dans les fibres végétales, et donc ils pouvaient se connecter à ces lianes, etc. Oh là là là. C'était sympa, on a de belles photos d'Eiffel dans cette salle d'ailleurs. D'accord. J'ai en tête une photo d'un joueur qui jouait un urbimancien, donc qui était dans son costume un peu techno, science-fiction, avec des néons et tout. Et on le voit dans cette espèce de salle fleurie. Elle rend bien, c'est une de mes photos préférées. Ok. Ouais, ça me dit vraiment quelque chose. Bah, de toute façon, je posterai des photos comme d'habitude. La spécificité, c'est qu'il y avait on va dire, une place publique avec un bar qui était déjà présent. C'est ça. Et il y avait un peu de déco. Il y avait des affiches. Il y avait des canapés. Et des canapés. Canapés. Sous Mais la oui, télé, mais oui, il y avait la des musique. Mais oui, c'était une ambiance un peu cyberpunk. Hein. Il y a une notion cyberpunk, alors oui. Peut-être pas rattachée à la philosophie propre du transhumanisme, mais dans l'esthétique, oui. Ouais, c'était un peu ça, avec les ordis partout. C'était. Et ouais, moi je me souviens de PNJ. Je crois que c'était des PNJ ou c'était des joueurs. Moi je pense par exemple au personnage de Korra, qui était haut en couleur. Il y avait des personnages spécifiques qui étaient haut en couleur et aussi. Il y en avait plein, je pense, dans cet univers. Mais oui, il y avait toute une série de personnages qui devaient notamment avoir ce côté haut en couleur, ou en tout cas avoir des personnalités très fortes. Ouais. Et du coup, qui avaient des rôles d'influence et normalement de majesté qui leur permettaient de porter, d'animer, d'impulser une ambiance. C'était un peu la noblesse, c'était la haute caste, la noblesse de l'univers. D'accord. Ok. Parlons un peu de l'univers. Il y avait des personnages en couleur dans d'autres castes. Voilà, pour dire que c'était pas réservé, mais c'était spécifique à cette caste aussi. Alors, rapidement, il y avait quoi comme groupe, pour parler vraiment de l'univers. Pour commencer par ceux dont on parlait, qui était la caste préférée de Maïdan, c'est pour ça qu'ils étaient considérés comme les enfants chéris de la ville, qui étaient les illusifs, dont on sait qu'ils n'étaient pas des humains. Je sais pas si beaucoup des secrets de cette caste se sont sortis, donc je vais pas... Non, on va pas révéler. Mais du coup, c'était un groupe, je sais plus combien il y avait de personnages, 7 ou 8, qui étaient un peu les seigneurs de la cité, et chacun avait un peu son domaine. Donc il y avait par exemple le personnage que tu citais, qui était joué par Korra, qui s'appelait Bastet, qui était la chef des médias et du divertissement, donc une espèce de... avec son micro doré, je me rappelle de son... quand même, à un moment. je me rappelle de son micro doré. Qui animait notamment ce show de divertissement d'assassinat, où les gens devaient voter pour le meilleur assassinat, donc c'était l'équivalent de Star Academy, mais version Assassinat Academy, et que la star
alors Sub-Zero qui était en jeu. Sub-Zero, oui. Il fallait voter régulièrement. Est-ce qu'on devait l'exécuter publiquement ou pas? Parce que est-ce qu'il avait bien réussi son show? Est-ce que c'était la fin de Stranger Things qui était décevante et donc il devait mourir si c'était le cas? Non. C'était une référence d'ailleurs à Running Man, Sub-Zero. Ouais. D'accord, pas Mortal Kombat. Non. Ah là là, il lançait pas de la glace. Il y avait donc ils avaient tous un petit peu leur domaine, la guerre, la religion. Ils avaient tous un petit peu leur domaine d'influence. D'accord. C'était cette caste-là, eux c'était un peu les seigneurs quoi. Ils faisaient un peu la guerre entre eux. Ils avaient beaucoup de rivalité. Ils avaient une guerre d'ego. Mais en fait, il fallait penser vraiment comme une fratrie de frères et sœurs. Ah oui, d'accord. Pas forcément avec des QI très élevés en réalité, même s'ils pouvaient essayer de se prévaloir autrement en public. Mais un ego. Mais avec petit énormément QI, mais gros d'ego. ego. Et donc ils avaient un peu à leur service ils récoltaient un peu comme dans Vampire des coteries quoi, parfois. Ouais, d'accord. Donc ça c'était la caste des élusifs. Viennent ensuite les deuxièmes préférés de Mike Dang, les urbimanciens. Ouais. Qui sont des humains qui ont la capacité de communiquer avec la ville et de contrôler, on va dire, ses poussées ou sa croissance, d'infléchir la manière dont elle se crée, dont elle se... on pourrait dire c'est presque ce qui est le plus proche d'un mage, en fait. C'était quoi? C'était technologique ou c'était un peu magique? Ça n'a jamais été vraiment psychologique. Expliqué, on l'a gardé... c'est un secret. Plus comme des psys. Oui, d'accord. Ils se connectaient pas à un ordi. Ils rentrent en symbiose avec la ville, avec une petite fraction de la ville. Et d'accord. Ils disent là le mur s'ouvre, là le mur se ferme. D'accord. Donc ils pouvaient interagir du coup avec les bâches qui étaient en jeu, qu'on ouvrait et qu'on fermait. D'accord, ok, d'accord. Et donc eux, le principe c'était que tout le monde les respectait parce que, en fait, quand vous leur plaisiez pas, ils enfermaient la ville sur vous et vous mourriez. Donc, oui. Ils étaient très, très, très puissants et pareil très. En fait, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que des quartiers peuvent vivre, que les gens peuvent avoir un peu de stabilité, parce que sans leur bon vouloir, la ville refaçonne constamment. Ouais. Ok, d'accord. Je sais plus qui venait en troisième position parce que comme c'était aussi un jeu un peu de pouvoir, ça pouvait. Tout était potentiellement. C'était pas les cendreux après. C'est peut-être les cendreux. Les cendreux. Je sais plus si c'était en troisième position. En tout cas, les cendreux, c'était la caste un peu religieuse de cet univers. Alors quand on dit religieuse, entre nous, c'était pas du tout c'était pas du tout une religion inspirée de ce qu'on connaît quoi. Enfin, c'était pas du christianisme remixé ou du monothéisme ou du polythéisme. En fait, ce sont les gens qui s'occupent des morts. Ouais, c'est ça. Et de leur retour à la vie. Ah oui, d'accord. Avec le fameux système de régénération avec la d'ailleurs, mémoire. En jeu, les gens découvrent que le vrai nom, ce sont les Thanatotes, le nom d'origine, donc, comme Thanatonautes. Donc c'est vraiment des embaumeurs, ce sont des... faut pas les voir comme étant des Thanatopracteurs. C'est aussi l'endroit où on trouve souvent des artistes. C'est aussi parce qu'il y a une porosité en fait entre les arts funéraires et l'art en général. D'accord. Ils avaient conçu un peu comme ça, et donc ils ont tout un code vestimentaire très strict. Et on dit religieux dans le sens où eux, les gens ont différentes perceptions de ce qu'est Mike Dang. Pour eux, ils ont cette perception divinité, mais il n'y a pas de service de culte vraiment. C'est pas un truc qui existe dans l'univers. C'est vraiment plus le côté maniement des arts funéraires. D'accord. Bah sympa là pour l'instant. Tout ça c'est toi qui l'as sorti de ta tête? C'était en Écosse en me baladant. Ouais. C'était le road trip. Alors j'ai oublié le nom de la caste des soldats aussi, donc les casqués. Les casqués. Les casqués. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les casqués c'est un peu plus simple, c'est un peu inspiré de la garde de nuit. D'accord. Du coup, ils vivent en symbiose avec des espèces d'armures hautement technologiques. D'accord. Un peu vivantes. Voilà un peu un fragment de Mike Dang, mais en fait en armure sur eux. D'accord. Et effectivement, ils ont un rôle de protecteur de la cité. Ils sont souvent envoyés plutôt en périphérie de la cité, parce qu'on n'a pas parlé d'un groupe, mais qui va venir dans la présentation. Parce qu'en fait, les humains ne sont pas seuls sur cette planète. Ah. Et donc, ils sont un peu les protecteurs de la cité vis-à-vis des autres. Les autres. Ceux qui ne sont pas dans la ville. D'accord. Mais pour les humains, il y avait encore une... Il y en a d'autres. Oui, il y en avait pas mal d'autres. Après, c'est des mineurs, des sections mineures. Ce qu'on a appelé la milice, qui est en fait une caste, mais justement, c'est typiquement les personnes qui sont souvent dans les coteries ou au service des élusifs. Et si je devais paraphraser, ça doit être un peu des mercenaires de police intérieure. D'accord. Ouais, donc c'est un peu plus compliqué que ça dans leur caste, mais c'était un peu cette logique-là. Disons que là où les casqués faisaient l'extérieur, eux faisaient plutôt l'intérieur. Donc ils avaient plutôt cette vision-là, mais en fait, s'il n'y a pas de police à Mike Dang, il n'y a pas de loi,
n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tribunal, donc chacun fait sa loi. Les Illusifs font leur loi et eux appliquent. Puisque la mort n'a pas d'importance, le meurtre n'a pas d'importance. Ouais. Mais après, il reste le vol, hein, quand même, ou d'autres choses. Du coup, tu fais le lien avec la caste des miraculés, qui sont les hors-la-loi de Magdang. Il y a les scientifiques aussi. Les Argonautes qui sont les seuls à ne pas avoir de système de karma. C'est ça. Qui ont cette spécificité. Oui, tous les autres se réincarnent, mais pas les Argonautes. Qui était un secret, mais qui a été lui bien percé sur le jeu. Donc les Argonautes sont des humains à l'ancienne, pas réincarnés, avec un système de reproduction naturelle qui n'existe pas dans Magdang. Ils n'ont pas de reproduction. Non, ils n'ont pas d'enfants. Ils se reproduisent eux-mêmes. Donc ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas besoin de pâles copies d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de savoir d'où ils viennent. Ils se posent pas la question en fait. D'accord. Ouais. C'est un des trucs à découvrir en jeu. Bien sûr, de toute façon c'est un jeu secret à tiroir. Je dirais qu'il y avait des mannequins qu'on a passé des heures avec Chloé, des mannequins humains géants qu'on a mis dans des sacs plastiques pour faire comme dans les films de SF, avec dans la tarte carbone, etc. Avec du jus, alors on avait voulu faire ça, mais il faut savoir que pour l'anecdote, comme on dit, on est amateur donc on ne savait pas trop, on a pris du gel alimentaire et on avait préparé ça quelques mois à l'avance. Ah oui. Donc quand on a réouvert le sac, ça sentait effectivement la matière en décomposition. Oh mon dieu. C'était quoi comme gel? Du gel cosmétique, Et ça a pas tenu dans le temps, ça? Comment ça, le truc pour faire des gâteaux en fait. De la gélatine. De la gélatine, voilà. On ah oui non, ouais. C'était vraiment un dimanche, on passait avec Chloé à faire de la gélatine pour la mettre dans des sacs pour faire des faux embryons. C'était visuellement c'était très très bien, mais c'était moisi comme idée. Donc je crois qu'on a oublié la caste des mutants, mais qui sont vraiment de toute façon le bas de l'échelle, les intouchables. Donc on les appelle les mutants parce qu'effectivement dans le jeu, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est un secret peut-être. Ça c'est quand Magdang t'es un peu dans le travers du nez, que tu vois pas beaucoup plus. Tu ressors la caméra en moins. T'as fait des conneries dans tes vies précédentes, tu ressors mutant et donc t'es utilisé pour faire les tâches toxiques. En fait, ils sont dans les entrailles de la cité, ils font les tâches que les autres peuvent pas faire. Et donc, ils ne veulent pas faire. D'accord. Et du coup, légèrement au-dessus d'eux, il y a la caste un peu des travailleurs lambda, je sais plus comment ils s'appellent. Oui, ceux qui étaient en fluo, les oranges fluo. Je pense que c'était les travailleurs, c'était les personnages, la grande majorité de la population. Évidemment, les joueurs jouaient plutôt des personnages issus de caste, il n'y avait pas vraiment... Dans certains BG, certains venaient de cette caste-là, mais il n'y avait pas... oui. Ils venaient jouer des gens qui avaient un pouvoir sur les le miliciens jeu. venaient souvent, pas forcément que de là, mais souvent venaient de là. Les miliciens étant la seule caste qui était la caste vers laquelle on pouvait aller. C'est-à-dire en fait, de ton vivant, tu pouvais pas changer de ta caste, tu nais, tu restes dans ta classe, sauf pour les miliciens. Ah ouais. Qui avaient un peu ce droit de dérogation. Il y avait un peu ce droit de dérogation. Pourquoi ils l'avaient? Parce qu'ils avaient des armes. Ok, d'accord. Bon, Et donc à l'extérieur, donc ça c'est Magdang. Mais en fait, le speech du GN, je vous ai raconté cette ville qui s'étend tout le temps, qui n'arrête pas de croître, qui est sur une planète inconnue. Et puis je vous ai dit qu'il y avait d'autres personnes qui habitaient cette planète. Ouais. Donc il y avait deux castes extérieures, du coup d'habitants autochtones de la planète, qui sont les autres, qui sont du coup ces personnes qui sont en guerre contre Magdang depuis toujours, de mémoire d'habitants de Magdang, et qui sont le peuple qui habite le reste de la planète. Des sauvages. Voilà, oui, il y a clairement cette... Parce que la ville de Magdang, elle se développe sur une planète, c'est ça? Oui. Et ça, c'était connu des personnages? C'est pas... Pour les habitants et dans les BG, c'est pas très sensible, parce qu'en fait, ils y pensent pas. Leur vie, c'est la ville. C'est la ville, et alors, ils ont pas tellement il y a des sorties? Tu peux sortir de la ville ou... Non, ils se peuvent pas. Non, c'est tu sors de la ville, tu meurs, en fait. C'est ça, en fait. Bon. Ton organisme, tu sors de la ville, tu meurs. Pour ça qu'il n'y a que les casqués qui peuvent aller en dehors de la ville. Parce qu'ils portent un bout de Magdang sur eux, et que les Argonautes, parce qu'ils n'ont pas de karma. C'est ça. Et donc il y a évidemment des liens dans tout ça. D'accord, donc le gros fil rouge, c'est un peu de découvrir tout ça. Les gens dépendent de cette ville, mais sont factuellement prisonniers de cette ville. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment confiance, parce que la ville est tellement énorme que c'est un monde en soi. Et alors, gros, on va pas faire toutes les intrigues vu qu'il y a 600 pages de livrets. J'ai oublié une faction, donc il y a les autres qui sont ces personnes. Les autres voilà, non, sur lesquels il y avait du coup des groupes qui jouaient. Donc il y avait un groupe de joueurs qui incarnait
on va dire des gens qui venaient négocier la paix avec Maïdang, on va dire ça comme ça, et qui sont du coup des êtres qui sont pas humains, qui sont souvent symbiotiques. On retrouve plus de ce qu'on verrait plus dans un GN Fan classique, mais c'était vraiment pensé différemment, qui ont plus une espèce de symbiose, donc des êtres qui sont construits en symbiose avec leur environnement et qui sont capables d'avoir un certain mimétisme avec les végétaux ou les animaux. D'accord. Donc mi-homme, mi-végétal. Ouais, par des exemple. hommes champignons. Ça pouvait. C'est vrai. Du coup, la porte était assez ouverte sur l'interprétation, et puis en fait, c'était des personnes qui pouvaient aussi changer, qui étaient dans des mutations régulières. Et il y avait un peuple aquatique qui s'appelait les Nayades. Qui était inspiré du fonctionnement biologique des méduses. Donc en fait, c'est un hommage à Avatar. qui était toute bleue, effectivement. Merci aux joueuses d'avoir incarné le costume, pas évident. Et donc qui était le peuple des mers. Donc il y avait le peuple des terres, le peuple des mers et Maïdang. Et donc là, le speech était évidemment une espèce de négociation de pourparlers. D'accord. Ah oui, il y avait la diplomatie. Il y avait un gros jeu diplomatique et qui, pour le coup, a pu profiter de quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience en réelle diplomatie. Il faut savoir que les réunions diplomatiques avaient été pensées pour ressembler aux réunions diplomatiques qu'on a à l'OTAN. C'est-à-dire, il y avait des briefs, des ordres du jour. Les règles de la diplomatie étaient appliquées. D'accord. C'était assez particulier, mais c'était justement voulu pour faire un vrai jeu diplomatique. Ok, d'accord. Je sais pas, en vrai, je sais pas si ça a marché plus que ça. Après, parce que j'étais pas là-bas, je sais pas. J'ai pas en tout cas, c'était l'intention, en tout cas. C'était l'intention, bon. Vous n'avez pas eu de retour là-dessus. Alors, ça je couperai. Les intrigues, on va pas faire toutes les intrigues, mais c'était quel genre d'intrigue, les gros fils? Donc là, il y avait de la diplo. Alors, il y avait de la diplo. Alors il y avait un gros jeu d'intrigue de la part de Maïdang. C'était un jeu à secret. Alors, il y avait un jeu à secret, mais qui avait en gros une remise en question de l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire que Maïdang permet aux différentes castes de s'exprimer. Donc là, c'était l'occasion de s'exprimer pour pouvoir remettre en place l'ordre hiérarchique entre les différentes castes. C'est-à-dire que, certes, par la mort, on peut essayer de atteindre une meilleure caste, mais peut-être que là, les castes avaient l'occasion de rebattre les cartes. Ah oui. C'est un jeu qui a... Les castes ont été bien rebattues à la fin, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a des groupes qui ont complètement explosé, il y en a qui ont disparu quasiment. Mais par contre, il y en a aussi des mécaniques qui n'ont pas fonctionné. D'accord. Par exemple, le cadre des miliciens, qui était une caste informelle. En fait, c'est pas une caste officielle, c'est une caste informelle. Et eux, l'un des objectifs qu'ils avaient, c'était une forme de reconnaissance, c'est d'être reconnu par les autres castes et par Maïdang, et d'avoir une place dans l'ordre hiérarchique vis-à-vis des autres. D'accord. Et ce jeu-là n'a pas fonctionné du tout, pour une raison toute simple. Beaucoup de joueurs se sont dit, consciemment ou inconsciemment, en fait, ce genre de mécanisme en GN, les gens vont gagner. À la fin, ils vont faire partie de l'ordre, ils vont réussir. Du coup, personne n'a fait d'opposition, de blocage, Ils ont dit, ils vont venir, alors qu'en fait, normalement, jamais ils auraient dû accepter, en fait, ou du moins, ils auraient dû vraiment lutter ou négocier, obtenir des choses en échange. Et les joueurs qui jouaient cette casse-là, ils étaient prêts à dire... non mais je fais tout pour toi, je vais assassiner pour toi, je vais renverser le monde pour toi, mais donne-moi la place. Mais en fait non, on leur a ouvert la porte, ce qui fait qu'en fait cet gros arc de jeu est tombé très vite. En fait ils ont obtenu très très vite ce qu'ils devaient avoir, ce qui leur a coupé le jeu sous le pied. D'accord. Et quand même le gros postulat de départ du jeu, c'est que il y a cette espèce de symposium où d'ailleurs les gens ne savent pas au début que toutes les cartes vont être battues sur les castes, etc. Au début ils viennent parce que c'est un gros événement et c'est vrai qu'il va y avoir on va voir des autres et des naïades arriver et on va discuter de la paix, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la ville. Et quand même il y a un petit problème, donc certains joueurs arrivent en ayant connaissance de ce problème mais pas de ses causes, et c'est un peu cité quand même dans l'intro du jeu. La ville qui de tout temps et de connaissance de réincarnation d'habitants s'est toujours étendue, a cessé de s'étendre. Et commence à se rétracter. Et voire même commence à se rétracter. Ah oui, là ça change pas mal les choses. ça met un peu de pression aux joueurs, quoi. Et ça, je pense pas que
toutes les raisons pour lesquelles Mike Dang faisait ça ont été percées. Il y a tout un truc sur l'origine de Mike Dang, son histoire, donc une partie des infos était en jeu, etc. Mais effectivement, comme tu disais, Nicolas, comme dans les retours des joueurs, on ne sait pas s'ils ont vraiment bien intégré compris, en fait. Ce ne sont pas le genre d'éléments. Aussi ce que ça impliquait en conséquence. Voilà. Ouais. Partiellement, mais des choses qui sont partielles. Maintenant, on n'a pas un joueur qui a une vision claire de la situation en fait sur un sujet. Ah, mais c'est pas évident pour un joueur ou une faction. C'est tant mieux et c'est pas un défaut. Hein, oui. Au contraire, parce que c'est censé être un univers sur lequel, comme on disait, potentiellement, on aimerait bien continuer à explorer. Donc, quelque part, tant mieux. Et c'était un univers qui était fait pour avoir ce côté mystérieux et un peu où les joueurs peuvent s'amuser à faire des théories. Ok. Bon. Alors moi je rappelle de quelques événements qui se sont passés, notamment un combat qui a été très très attendu et que j'ai loupé parce qu'en tant que PNJ j'ai dû faire une autre scène. C'est le combat contre... Alors est-ce que c'était le bon nom? Carniflex? Le duel Carniflex Sub-Zero. Sub-Zero contre Carniflex. C'est une spécificité de l'univers avec des champions qui s'affrontent, qui n'ont pas peur de mourir, bien sûr, puisque la mort est tout à fait acceptable. Et donc, du coup, ce sont les stars, hein, les stars, là-bas, c'est pas forcément des chanteurs, c'est pas forcément des acteurs, non, là-bas, ce sont des gens qui se combattent. Des guerriers. Et on a un personnage, hein, tu me dis le fameux truc, qui est Sub-Zero, qui est la grande star, la superbe star, sauf que c'est une star aussi qui est déclinante. Et en effet, il a... Fin de carrière. Il a fait sa fin de carrière. Et la star montante qui était Carniflex. Donc, ça a un peu d'ironie derrière, mais en réalité, les joueurs qui étaient derrière... Donc Carniflex était un PNJ qui existait pour l'arc narratif du personnage de Sub-Zero. Ils ont vraiment bien joué le jeu. Ils ont vraiment mis une vraie mise en scène. C'était une très belle scène en fait. C'était vraiment très chouette. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai loupé. Alors, moi, je faisais une autre scène qui était vraiment pas mal. C'était avec une espèce de chenille géante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chenille géante? Ah, tu l'avais oublié, cette chenille géante? Ah, j'avais oublié la chenille géante. Je me demande si c'est pas les histoires de larves... Il y avait une intrigue avec des dragons. Pourquoi il y avait une intrigue avec les dragons? Parce que si vous avez suivi les épisodes de podcast, c'est l'assaut qui a fait le Winter is Coming en 2013. Oui, tout à fait. Et donc il y avait dans les coffres de l'assaut des autres dragons et j'ai un gros problème. Et je m'en excuse. Je peux pas résister à l'envie de mettre des dragons dans mes jeux parce que j'adore les dragons. Alors d'ailleurs, on a tous nos petits... Petit appel général. À l'époque, il y avait 5 dragons dans les coffres de l'association. Il n'en reste plus qu'un. Ils ont été prêtés à d'autres personnes. Merci de les rendre. Rendez-nous les œufs. Et donc cette histoire de chenille géante, si je me trompe pas, parce que mes souvenirs sont un peu flous, hein, je t'avoue, mais était liée au fait que certains personnages, ces œufs donnaient naissance. Et cette chenille, c'était, je crois, un des produits du truc, mais je crois qu'elle a pas... Elle a pas fait mon feu, il me semble, cette chenille géante. Mais... Il y avait une histoire derrière la chenille, c'est qu'en fait on a eu une proposition d'aide de Kraft, qu'on parlait justement de faire cette chenille, etc. Et ils ont dit, nous, on fait la chenille. Et donc on a des amis qui nous ont fait cette chenille, qui était magnifique. Roots. Je me rappelle pas à quoi ressemble cette chenille. En fait, je pense que c'était, tu sais, les tunnels pour les enfants. Ah oui, c'était ça. C'est une espèce de ressort géant avec du tissu autour. Mais franchement, dans les mines, ça rendait super. Ça faisait même un peu peur. Hein. Parce que, pour vous dire, donc moi j'étais le PNJ qui devait l'accompagner. J'étais pas dans le costume, j'étais à côté pour éviter justement qu'il lui arrive quelque chose. Parce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui rampait. Il y avait même plusieurs personnes, si je me rappelle, dans la chenille. Peut-être qu'il y en avait 2-3, ouais. Et elle est quand même partie de la salle orga jusqu'à l'endroit où devait faire la scène. Mais ça a duré un quart d'heure. Ils ont rampé pendant 15 minutes dans les mines. Merci les gars. Pour se faire défoncer en 3 minutes. Arrivé à la scène. Ouais. Sans diplomatie, non, ça se tapait dessus. Bon, c'était une gentille chenille géante. Ouais, l'élite faciès. La pauvre.
Est-ce qu'il y avait d'autres events un peu... il y avait un homme arbre. Il y avait plein de trucs. Les épreuves dans le temple étaient très drôles. Ouais. Il y avait toute une série. Alors, ce qui était un peu dommage, ça, c'est un truc qu'on ne refera pas dans nos prochains jeux, qu'on a aussi appris. On avait toute une scène justement d'instance, ce fameux temple là, qu'il fallait installer, mais qui était un peu dédié à des objectifs de groupe, donc un groupe qui était les autres. Et en réalité, du coup, cette instance se déclenchait pas forcément pour les joueurs autres. Ce qui pouvait être un peu dommageable, je pense, pour ceux qui étaient contents de faire une explo, de tomber sur la salle, et puis il se passait pas forcément grand-chose. Bon, voilà, c'est des apprentissages de GN, donc ça, c'est un truc qu'on referait plus, une instance juste pour un groupe. On trouve en termes d'orga que c'est beaucoup d'investissement et que finalement, peu de gens en profitent. Mais donc, en l'occurrence, il y avait un groupe qui avait... Vous n'êtes pas les premiers à m'en parler de ça, de beaucoup de travail pour un groupe, et en fait, c'est dommage pour les autres. C'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre, en fait, c'est le rapport, le ratio temps investi et le jeu qui ont profit cool, en fait. Profit de jeu pour les autres. Combien d'organisations, combien de jeux ont dû des fois faire des choses magnifiques, des costumes magnifiques, des scènes magnifiques, et en fait on réalise que c'est destiné à 5 joueurs, puis tous les autres ils n'y ont pas accès. Et il y a même pire, c'est des fois tu craftes quelque chose qui ne sort jamais. Et parce que les joueurs ne font pas ce qu'il faut, et ton costume ou ton craft ou ton truc ne sort jamais. C'est là qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et moisi et fini à la poubelle sans que... Donc c'est vraiment se reposer la question quand on doit investir beaucoup de temps pour créer quelque chose, se dire finalement, est-ce que beaucoup de joueurs vont en profiter ? Ouais. Il y avait un Nexus. Alors, c'était quoi le Nexus ? Après, on va passer à la suite. C'était une espèce de table de stratégie militaire. Donc c'était surtout pour le, pas pour le jeu des casquets, mais pour le coup tout le monde pouvait accéder à la salle et voir. C'était pour représenter c'était une table de jeu. Je sais même plus comment ça marchait non plus. Pour représenter le fait que Maidang était quand même en guerre, puisqu'il y a une séance de pourparlers. Avec les gens extérieurs, c'est ça ? Avec des autres, c'est ça. La décroissance de la cité. Et donc donner une vision de ce qui se passait à l'extérieur de la salle où les joueurs étaient. D'accord, bon. Il y avait un laboratoire. On pouvait aller faire des trucs sales en général. Dans le Nexus, il y avait comme dans tous les bons laboratoires de GN. Il y avait on avait fait un système de cristal, je sais pas si tu te rappelles, dans le Nexus, pour pouvoir réparer le Nexus. On avait toute une table où il fallait positionner les bons cristaux aux bons endroits. Ah oui, je me rappelle, j'ai fait les cristaux. Et Romain avait monté toute l'électronique, et donc c'était vraiment bien, parce que tu posais le bon cristal, t'avais tout qui s'illuminait, c'était hyper classe. Oui, je me rappelle. Et après, j'ai vu une autre asso qui avait fait des cristaux aussi, par contre avec des méthodes et des techniques un peu plus, on va dire, élaborées, et j'étais un peu dégoûté. Ils n'étaient pas très... C'est pas fait avec le cœur. Bon, si, c'était avec le cœur, mais pas avec forcément des moyens. C'est du détail, on s'en fout. Donc, le labo, il y avait une espèce de salle avec les troglodytes, qui était en fait la salle où il y avait les vieux corps, justement. Donc là, il y avait des infos à les pêcher. Une espèce de salle informatique qu'il fallait découvrir en jeu, mais une espèce de salle secrète, dans laquelle on pouvait accéder à un vieux bout de Maidang. La bibliothèque végétale. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ça devait être sympa. Il y avait l'instance informatique. C'est quoi l'instance informatique ? C'était une instance où les gens se connectaient et ils rentraient dans une sorte de serveur avec des défenses automatiques. Ouais, c'est vrai. Ça avait très très bien fonctionné. En fait, les gens quand ils arrivaient sur place, ils se demandaient quoi ? Une sorte d'escape, non ? C'est une sorte d'escape ? Une sorte de Shadowrun, hein. Ouais, en fait, en gros, ils devaient... ils arrivaient à une sorte de programme informatique et on avait une sorte on avait un PNJ qui jouait du coup les défenses automatiques du serveur et eux agissaient comme un virus pour pouvoir essayer de voler des données dedans. Donc en fait, il y avait toute une petite zone des mines qui était fermée pour faire cela et du coup, ils devaient faire du cache-cache avec... Sympa. C'est sympa. C'était bien passé en fait. Bon là, globalement, les joueurs ils s'éclatent. Franchement. Ça c'est toujours dans la il y avait des mécontents, il y avait des couacs joueurs. C'est toujours difficile d'avoir tout le monde. Pour qui ça s'est moins bien passé. Ouais, je pense qu'il y a des joueurs pour qui ça s'est moins bien passé, d'autres pour qui ça s'est très bien passé. Faut se prêter au jeu ou pas.
Maintenant, faut aussi supporter les conditions, parce que les joueurs aussi devaient supporter les 12 degrés, l'humidité. Dans les faits, faut savoir que quand on a fait le formulaire à la fin de retour, on a eu, je me rappelle, quelque chose comme 46 ou 47 retours sur 58 joueurs. Ce qui est vraiment pas mal. En fait, déjà, le simple fait de prendre l'effort de faire un retour. Même pour nous dire ce qui n'allait pas. Voilà, pour nous dire ce qui allait ou ce qui allait pas. Il n'y a personne qui dedans nous a dit à cause de vous j'arrête le gène. Il n'y a pas de. non, on a plutôt eu des gens qui étaient d'ailleurs très ravis quand on posait les questions sur tous les secrets, de dire ce qu'ils avaient essayé de trouver, ce qu'ils avaient compris, ce genre de choses. Donc globalement, je pense que la très grande majorité des gens ont vraiment apprécié le jeu. C'est cool. Donc déroulé du jeu, joueur, tout se passe bien, pas de comme je disais, pour donner de la légitimité aussi aux personnes, pour que ça s'est moins bien passé. Des quoi que sur ce type de truc, il y en a toujours. Oui, il y en a toujours. Je connais pas d'orga parfait. Malheureusement. Ça doit peut-être que ça existe quelque part, mais voilà, aussi parfois des adéquations BG joueurs qui ne se font pas, ou alors une alchimie qui se fait pas, ou une quête qui se lance pas pour X raison, je peux entrer dans les détails. Oui, non, les mais après c'est faire le retour, donc on a les éléments en tête, mais on va pas forcément les. C'est malheureusement. Mais parfois, ça arrive. Voilà. Pour X raison, l'alchimie se fait pas et des fois on arrive à corriger, puis des fois on arrive trop tard et le mal est un peu fait, quoi. Ouais. Mais ça fait, je sais pas comment dire, comme ça fait un peu partie aussi de la vie de l'orga de GN. Ouais, bien sûr. Non, mais rien de. En tout cas, la plupart des joueurs sont dans l'immersion, jouent leur intrigue et après des couacs, rien d'extraordinaire, quoi. Ok. Et vous, votre état à ce moment-là, alors pendant le jeu, ça gère, tête dans le guidon. Moi, je suis tête dans le guidon. Je crois que je me rappelais, mais je ne savais même plus dire pourquoi, qu'à un moment, je perds un peu contrôle sur une histoire, mais je suis épaulé par l'équipe, etc. Donc on retrouve une situation, ça va. Ouais. Mais globalement, sur le jeu, ça va. Sauf peut-être la conclusion. On y reviendra après la conclusion. On y est bientôt. Et chez les orgas, ça se passe. Je pense qu'on peut dire qu'on est tous la tête dans le guidon, tous fatigués comme n'importe quel orga, mais il faut prendre en compte ce côté. Voilà, ça fait 5 jours pour certains qu'on n'a pas vu le soleil. Et qu'on vit dans un truc humide permanent et qu'on mange des plats réchauffés. Ouais. Donc la fatigue et l'usure physique sont vraiment ressenties. Il n'y a pas de talkie-walkie, donc quand il y a des trucs à régler entre nous, il faut qu'on les règle. Déjà, il faut qu'on réussisse à se capter, puis il faut qu'on les règle en 10 minutes entre 2 scènes à faire. Ouais. Puis il faut marcher. Il faut marcher énormément. Les plats, c'est pas des plats réchauffés. Hein. On a. Oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai que c'est. Non, c'est pas des boîtes de cassoulet, c'est pas des boîtes de cassoulet. Il y avait des boîtes de cassoulet avant le gène. Pendant le gène, on a vu une prestation restauration. Justement, alors. Bon, on va finir sur les orgas. Donc, bref, orga fatigué, mais orga qui bosse, orga qui fait ce qu'il peut, orga qui lutte contre la fatigue et la folie qui le guette vu qu'il n'a pas vu le soleil depuis 5 jours. Ouais, et puis on n'a pas de podomètre pour pouvoir vérifier, mais. Oui, voilà, en fait, c'est ça aussi. Ça marche et ça piétine. Hein. Oui, ça c'est un classique, mais je pense qu'en mine comme ça, sans Toki, c'est pire. Et après, je dirais, puisque j'avais la chance d'être l'orga principal, alors on n'avait pas du tout la capacité du coup de me poser des questions tout le temps en live, et je faisais aussi confiance à Romain, Nicolas et aux autres orgas qui faisaient l'équipe pour gérer leur perso et parfois prendre des décisions sans qu'on puisse forcément s'en concerter. Oui, parce que le scénario. Toi, en gros, tu tranches, t'es quand même le. Après, voilà, t'es le directeur Scott. Ce côté où effectivement, je pense que tout le monde, tous les gens qui ont fait des rôles d'orga principal ont vécu. Ce côté où on te parle de tout le temps et on attend que tu sois au top sur faut que tu connaisses les 600 pages par cœur. Et pendant le jeu, comme je dis, il y a une espèce de dissociation qui se fait. Je pense que beaucoup de gens ont vécu aussi, donc tu fais avec. Après, vers la fin du jeu, ça, en tout cas pour ma part, ça tirait sur la corde. J'étais pas forcément dans les meilleures dispositions mentales. Bien sûr, non, mais après c'est humain. Hein. On va y arriver. Tu parlais des repas. C'était quoi? Si vous avez une équipe, c'est ça qui gérait? On n'avait pas d'équipe. C'était le cuisinier qui avait l'habitude de travailler avec les mines du Ronin. D'accord. Voilà, donc c'était Laurent qui nous l'avait présenté. Ça se passait très Laurent, très bien. Le propriétaire. Le propriétaire malheureusement décédé maintenant, mais qui était la personne qui nous encadrait à l'époque. Ouais.
Et du coup, on a eu une partie des loups de Malfoy, surtout François. Grand merci à François, qui est parti aider le cuisinier pendant une grande partie du gel. Il n'avait pas forcément signé pour ça, mais c'est ce que fait François, des fois, il se sacrifie. Grand merci François. Donc nourriture pour 72 joueurs, plus l'équipe PNJ, plus... Je crois qu'on a été une centaine au total. Ouais. Donc c'était quoi, matin, midi et soir Matin, midi et soir pour... les repas. Alors les repas, si je me rappelle bien, le vendredi n'est pas compris, mais c'était bien sur la journée du samedi, c'était bien le vendredi. Il y avait 2 repas complets, ouais. Ok, c'est beaucoup de travail. Plus de la soupe, et je pense... on se rappelle bien des ramen. Oui, il y avait au bar, on pouvait avoir H24, enfin H24 non, parce que la nuit il dort, enfin la nuit, il n'y avait pas la nuit dans le... Il y avait, comme un peu dans l'esprit Blade Runner, des vendeurs de nouilles, et oui. On a gardé des stocks de ramen dans les affaires de l'assaut très très longtemps. Je sais plus combien de ramen vous aviez commandé, mais ils sont tous partis. Et puis... il n'y en a aucun qui a été jeté à la poubelle. Par contre, petite info, si vous voulez vous amuser, c'était les ramen qu'on trouve en supermarché partout. C'était 27 centimes le paquet. Je vous mets au défi de retrouver ce prix-là aujourd'hui. Alors peut-être à Paris Store, peut-être à Roubaix. Ou à Paris, peut-être. Et la Presta restauration, j'en garde un super souvenir. En tout cas, j'avais bien mangé, j'ai trouvé ça bon. Ouais, c'était chaud. Et dans l'environnement des mines, pas évident en plus de faire la popote, entre guillemets. Oui. Il y avait une salle à part, et du coup, effectivement, les loups de Malfoy, c'est François en particulier, et Yolène aussi, faisaient le service. Donc, à lieu de l'espace cuisine qui n'était pas connecté au site de jeu, donc il fallait traverser d'autres tunnels pour aller dans le site où on pouvait faire la cuisine qui était aussi sous terre. Ouais. Sans lumière, etc., avec électricité et eau courante, mais voilà, dans cette ambiance un peu oppressante quand même. Et ramener ensuite tous les plats et tout pour les allers-retours que ça a dû être. Et la vaisselle et tout derrière. Donc gros travail. Ouais. On a un peu compris cette situation un peu plus tard. En fait, on n'était pas forcément 100% conscient de cette situation pendant que le jeu se déroulait. Ouais. Bon, si on est dans les points négatifs du site, cet éloignement du site cuisine et puis le fait que le site cuisine soit sous terre, qui est pas idéal. Ouais. Et les accès toilettes qui étaient, c'était des toilettes sèches montées en cabine. Après c'est comme ça, il y avait forcément c'était des toilettes comme ça, mais forcément tu pouvais, mais c'était pas d'une hyper confort et c'était pas d'une accessibilité non plus. Après, le site, dans mes souvenirs, le problème c'est qu'il fallait surtout marcher longtemps et c'est pas comme dans un peut-être pas dans un fort, mais dans certains GN où t'as un arbre, t'es en forêt, en tout cas pour les garçons, tu peux faire pipi facilement. Là oui, dans les mines tu peux pas faire pipi dans un coin de... à prévoir. Oui, voilà, fallait pas se louper quoi. Et là pour les coups, la gestion c'était les mines eux-mêmes qui géraient les toilettes sèches. Alors pour revenir sur les nouilles, c'est une idée que j'avais récupérée d'un jeu Shadowrun justement qui avait été fait à Cognolo, et ils avaient prévu ce petit bar à pâtes qui était vraiment sympathique. Alors c'est assez peu cher à organiser parce qu'effectivement c'est 30 centimes, en tout cas à l'époque, je ne sais plus combien, et ça permet d'avoir des féculents chauds de qualité très discutable, on s'entend, mais ça permet de réchauffer, surtout dans les mines. Pour en avoir vendu, les gens étaient quand même assez contents d'avoir hors heure de repas de quoi se réchauffer et avoir des féculents. On n'avait pas l'idée forcément d'une suite directe, ou en tout cas d'une chronique où les joueurs reprendraient leurs personnages effectivement de toute façon, mais il y a quand même quelques personnages dont les joueurs et joueuses s'identifieront. De mémoire, Argile / Adam, Aria et je me rappelle plus son prénom, mais Bodang, qui sont sur le jeu et dont on voit et dont ils ont dû sentir que leur arc narratif n'était pas du tout épuisé dans l'opus 1. C'est pas pour dire qu'il y a des personnages plus importants que d'autres, mais parce que c'était pas des personnages présentés comme haut en couleur nécessairement en plus. Mais voilà, il y a des personnages et des pistes d'arc narratif qui ont été mises dans le 1 et qui
ont vocation, normalement, si on fait une suite ou un préquel, à être développés. Ou en tout cas, avoir une explication. Justement, donc là, le gène se termine. On reviendra sur les suites, mais là, quand le jeu se termine, vous êtes dans quel état physique et mental? Le jour J, j'ai plus trop de souvenirs. Je pense qu'on est vite parti dormir. Après, dès que le jeu, fin de jeu, vous êtes parti vous coucher. On a eu, il y a toujours après un moment après le jeu. Où, non, tu discutes pendant que les joueurs rangent, tout ça. Il y a le brief de fin, il y a une discussion qui est faite, etc. Comme on est pas trop loin de la région parisienne, je pense qu'il y a déjà quelques joueurs qui font la route. Ouais. Mais sinon, nous on va dormir, je pense 1 heure ou 2 après. Oui, parce que les joueurs, ils campaient dans la grotte. Certains campaient dans la grotte, d'autres avaient pris des hôtels, peut-être. Voilà, des hôtels, des Airbnb. Je pense que nous, on n'a jamais été fermés à cette situation-là. Vous avez fait quoi? Vous êtes dormi dans la grotte? En tant qu'orga, on a dormi dans la grotte, oui. Et alors, ça a été au niveau de l'humidité ou... C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. Après, ça dépendait, dans mes souvenirs, d'où tu te trouvais. Si t'étais proche de l'entrée, moi j'étais relativement proche de l'entrée, vu que j'étais à côté du bar, vu que je m'occupais du bar. Franchement, l'humidité, je l'ai pas trop... Mais on m'a raconté que plus tu t'enfonçais dans la mine, plus tu pouvais avoir des petites gouttes d'humidité dans ta tente, voire dans ton sac de couchage. Donc je sais pas, il y a des joueurs qui en ont souffert. J'ai pas de souvenir précis. Bon, ça va, c'est pas trop attisant. On avait passé une bonne nuit, mais j'ai pas un souvenir que c'était terrible. D'accord, bon, ça passe. Bon, moi quand même, mais parce que ça s'est vu sur le jeu, j'ai pas réussi à faire le débrief de fin de jeu. Et j'ai pas nécessairement bien vécu à ce moment-là la fin du jeu, parce que j'étais sous tension et que je me suis un peu échauffée sur la fin de jeu, parce que c'était pas ce que j'avais imaginé. Ouais. J'étais déçu, principal, donc j'avais mon idée dans ma tête, et du coup voir que le truc avait un peu foiré. En 2 mots, tu voulais quoi comme... Ah oui, que les joueurs ils soient un peu plus intenses. J'avais quand même pas 95% du GN qui se faisait écraser par un mur, quoi. Oui, il devait prendre les sorties un peu plus calmement. Ça devait être plus calme, pour que ça se passe d'abord en toute sécurité et que les gens puissent faire leur scène de fin de jeu. Ouais. Mais maintenant c'est totalement, il n'y a plus de conflit, de toute façon c'est comme ça, c'est les aléas sur place. Mais sur le moment, dans l'émotion et un peu la décompensation de la fin du jeu, j'ai pas réussi à aller sur scène pour clôturer le jeu, et donc c'est Crégoun qui a fait le débrief de fin de jeu, et toi. Ouais. Je suis désolée parce que j'étais même pas là en fait. Je suis sortie prendre l'air à ce moment-là et je suis restée avec Chloé pour juste décompresser de cette fin de jeu. Et j'ai pas en fait j'ai eu du mal à même dire au revoir aux joueurs derrière. Tellement ça m'a sur le moment vraiment je me souviens bien, il t'a fallu quelques jours pour accepter que ça allait mieux. Ouais, moi ça m'a pris un peu de temps mentalement. Ah, tu devais être là je pense que la fatigue physique et mentale, elle devait être Ouais, c'est totalement ça, mais du coup pour dire parce que pareil, je pense que ça arrive à plein de gens qu'une fin d'orga c'est pas toujours sans accroche. En l'occurrence, moi je l'avais pas bien vécu. Ouais. Je l'ai jamais fait, mais ça doit être vraiment dur dans les mines comme ça. Parce que c'est même pas que la fin de jeu. Après, il y a le rangement. Ça, c'est le lendemain. Ouais. Vas-y, raconte-nous, Nico. Le dimanche, les derniers joueurs s'en vont, parce que des personnes ont passé la nuit. Les derniers joueurs s'en vont. On avait, je pense, déjà commencé. Mais en fait, le site est grand. Il est très grand. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses à ranger. Ouais. Et on n'a pas 2 jours, 3 jours pour installer. Là, on a une demi-journée pour rentrer, parce que, comme le dit Fred, le GN, il est terminé une fois que les caisses sont rentrées dans le lieu de stockage et que le camion a été rendu Donc, le dimanche, encore une journée remplie, Oui, c'est pas une journée de repos, quoi. Pas une journée de repos. On doit ranger toutes les affaires. On est, pour la plupart d'entre nous, sur les rotules, à ce moment-là, physiquement. Moi, d'ailleurs, je me souviens bien qu'à la fin, vraiment à la fin du rangement, je me suis pris 2 coups de massue. Le premier, c'est qu'on m'annonce qu'en fait, le site met à disposition des canapés. Ouais. Et que certains avaient été déplacés dans la zone PNJ. Ouais. Et que les PNJ avaient déplacé sur demande des regrets, etc. Mais à ce moment-là, en fait, il n'y a plus personne et qu'il reste encore des canapés dans la zone PNJ.
Donc, et bien évidemment, on a pris les plus confortables, c'est-à-dire les plus lourds. Ouais. Vous savez, les canapés en cuir avec des grosses bases de bois, etc. Et donc, il faut retransporter tout ça sur 200, 300 mètres pour les remettre en place. Parce que c'est un peu le deal, qu'on est dessus, en fait, on peut prendre ce qu'on veut, mais il faut les remettre en place. Je suis rincé complètement après ça. Donc, on a rangé le camion, je suis rincé de ça. Et là, il y a la dernière visite qui se fait avec le propriétaire pour être sûr que rien n'est oublié. Et on se rend compte qu'on a des colonnes qui ont été oubliées au fond du site. Des colonnes, c'est-à-dire des colonnes de décoration qui sont dans la zone du temple qui est tout au fond du site. Et là, je pense que moi je me rappelle, je suis tombé en larmes. J'en pouvais de fatigue, d'usure, de se dire, mais en fait, il faut que je retourne encore tout là-bas, remonter. Donc, il y en a pour 15-20 minutes à remonter à pied toute la zone. Et oui, il y en avait combien des colonnes? Il y en avait plusieurs. Alors, finalement, je pense qu'on a trouvé une solution semi-motorisée ou ce genre de choses. On a retiré des caisses du camion, on est retourné avec le camion ou je sais plus quoi. Peut-être un véhicule personnel. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a fait comme ça pour les remonter. Mais en fait, bah oui, le moment c'était le coup de massue. C'était la goutte d'eau qui a fait un peu déborder. Je suis aussi fatigué sur un GN. Ça fait d'ailleurs repenser les logistiques mises en place sur les expériences suivantes, en fait, de se dire finalement. Est-ce que le jeu en valait la chandelle Ouais. Ah non, je comprends. Mais en tout cas, le dimanche soir, une fois que tout était rentré, on a bien dormi. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait une suite directe ou non? Ça n'a rien à voir. Alors, je sais pas dire. Bon, après, on peut jamais vraiment savoir, mais bon. Dans les idées de l'assaut, donc il y a un projet de suite qui avait commencé à être travaillé puis qui n'a pas pris. Qui n'a pas abouti. Bah, effectivement, il y a normalement une suite, il y a normalement un préquel, il y a normalement qui, bon, lui il existe, mais un scénario de jeu de rôle, mais pour le faire oui. Faut qu'on se connaisse pour pouvoir le faire, quoi. Ouais. Mais qui explique aussi des choses de l'univers. Donc voilà, pour Mind Gang, il y a 2 jeux normalement autour de cet univers encore. Mais je sais pas si on réussira un jour à les faire, parce que se remettre dedans 6 ans après... Il y a une vague idée de reboot de Mind Gang 1, vague. Très vague. Peut-être qu'on pourrait le faire. C'est quelque chose qui nous était proposé par d'autres membres de l'équipe, d'éventuellement faire. Encore une fois, on peut pas multiplier les projets, on a d'autres projets qui sont il y a la vie aussi, il y a la vie. Nous, on la vraie vie. Voilà, un an à peu près après Mind Gang, on a eu un enfant aussi, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Le professionnel aussi, qui est important. Ouais, notre vie a beaucoup changé depuis. Mais c'est vrai, vu l'écriture, vu l'univers, c'est vrai que c'est dommage que d'autres joueurs ne puissent pas en profiter. Après, c'est beaucoup de travail, et je pense que vous le feriez pas dans des mines, j'imagine. L'expérience qu'on s'est dit après, c'est pas... Et pour ironie, on dit plus jamais dans les mines. C'est pas vrai, c'est juste plus jamais sur cette durée-là. Ouais. En fait, les mines, elles sont acceptables, à mon avis, mais sur des formats plus courts. Oui, en espace. Être plus proche, moins étendu. En termes de temps, c'est-à-dire qu'en fait, un GN, un GN d'une journée... Une journée, oui. Avec peut-être moins de niveau d'installation, c'est tout à fait acceptable. Ouais. Mais plus quelque chose qui, nous, physiquement, nous met 3, 4, 5 jours dans les mines, ça, c'est plus acceptable. D'accord. Bon. Eh ben, merci à vous. Merci à toi. Eh bien, on se retrouve peut-être un jour pour les comptes chromatiques. Ah, mais ce que je voulais dire, c'est même si vous avez écouté ce podcast, je pense que des joueurs pourraient rejouer Mind Gang 1 sans être. Il n'y a pas eu de spoil sur le. Si, il y a eu des spoils, mais bon. Rien de fou, c'est bon. Oui, il y a encore plein de trucs à découvrir, quoi. Ok, d'accord. Merci à vous, et peut-être à une autre fois pour les comptes chromatiques, mais les comptes chromatiques risquent d'être joués, par contre ça c'est un peu plus sûr, non? Toujours pas. On travaille dessus en tout cas. Alors, on aimerait une réédition 2027. D'accord. Bon. À noter alors. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on se retrouve pour de prochaines aventures, pour une prochaine relique. Je vais réenterrer la relique, là, parce qu'elle est un petit peu en phase de décomposition. J'ai eu mon compte
idioties pour la soirée. Bonne nuit. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser.